On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. 39e édition de l'Internationale de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a déjà 2 artistes de dévoiler pour l'ouverture le samedi 13. Mais d'abord, parlons de service scolaire des Hautes-Rivières, puisque la directrice générale annonce son départ, sa retraite. L'annonce de son départ a eu l'effet, disons, d'une surprise, à tout le moins pour les gens de l'extérieur. Je ne sais pas si à l'interne, ça l'était un peu moins, mais on a appris il y a quelques jours que la directrice générale du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières, Dominique Lachapelle, allait prendre sa retraite ou partir. Là. Elle va terminer l'année scolaire jusqu'au début juillet. Elle est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Mûrement réfléchi? Mûrement réfléchi. Une décision bien centrée sur mes besoins. Les besoins de ma famille, mes besoins aussi d'investir d'autres sujets en éducation, d'aller m'investir ailleurs en restant en éducation, mais en choisissant mon horaire un petit peu plus. Là. Bon, vous travaillez dans le réseau de l'éducation depuis combien de temps? Depuis plus de 30 ans. Ça, c'est certain. À certains, moi, je viens de la santé, donc j'ai été en santé un petit peu. Par la suite, en éducation depuis 30 ans. Là. Bon, vous étiez donc dans le domaine de l'éducation depuis une trentaine d'années. Depuis 2012, vous assumiez la direction générale adjointe avant d'être nommée officiellement directrice générale après le départ d'Éric Blackburn. Mais avant la pandémie, on était aussi dans une transition qui était la transition entre une commission scolaire et un centre de services scolaires, donc un changement d'organisation. Pour les gens à l'externe, pour les parents ou les élèves, on n'a pas vraiment vu de choses changer, mais à l'intérieur de l'organisation, ça a dû être quand même un mandat exigeant. C'est un changement complètement de posture. Hein? C'est une posture davantage administrative. Ça a été passionnant, ce changement-là. Ça a été un changement qu'il a fallu créer. Il a fallu créer une nouvelle structure, en s'en occuper, en prendre soin. Je dirais aujourd'hui, je regarde le conseil d'administration, c'est un très beau conseil d'administration, très centré sur les enjeux de l'organisation. Je suis très fière de ça. C'est un bel accomplissement. Bon, on sait que c'était une volonté gouvernementale d'abolir les commissions scolaires pour créer des centres de services scolaires. Comme je disais, pour le public à l'externe, on n'y a peut-être pas vu tant de changements que ça, mais à l'intérieur, est-ce que ça s'est passé en douceur? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est différent? Bref, en quoi ça change, comme vous dites, la posture de l'organisation d'avoir cette structure-là? Ça s'est passé en douceur. Est-ce que c'est mieux? Non, c'est différent. C'est différent, comme c'est une structure administrative. C'est un conseil d'administration qui ne fait pas de politique comme telle. Donc, c'est des enjeux qui sont différents. Ça nous a demandé de structurer de façon différente, de façon beaucoup plus fine, toutes nos organisations là, dans chacun de nos services au niveau administratif. Au niveau de la reddition de comptes, c'est des redditions de comptes qui sont plus importantes, mais dont on a besoin pour se gouverner. Donc, pour moi, c'est un changement intéressant. C'est un changement qui a été intéressant à faire, qui m'a appris beaucoup sur le leadership. Le leadership là, des gestionnaires qui ont à faire ces changements-là. Donc, ma réflexion était, quelle sorte de leadership doit-on exercer quand on fait un changement de ce type-là? C'est sûr que c'est très prenant. Ça demande de s'occuper des gens, d'expliquer, d'avoir une vision. Ça te met très proche de ta vision en éducation. Moi, j'ai adoré faire ce changement-là. C'est une autre structure. Ça ne peut pas se comparer pour moi. Est-ce que les gens ont vraiment suivi? C'est-à-dire que quand on impose ou on implante le changement, il y a souvent, je dis souvent la blague, mais c'est un peu ça, 20 des gens qui disent « Ouais, ça va être plaisant, du nouveau ». D'autres qui veulent absolument rien savoir et d'autres qui ne savent pas trop sur quel pied danser parce que c'est nouveau, parce que c'est intriguant. Et on finit par rentrer dans le moule. Mais est-ce que pour vous, avez-vous senti une réception de la part des enseignants, des directions d'école, des employés de la permanence pour dire, écoutez, là, il y a une nouvelle structure, on n'a pas le choix. Oui, les affaires vont peut-être changer, mais vous n'avez pas le choix, on s'en va dans cette direction-là. Le changement, ça occasionne toujours la résistance parce que les gens autour de nous sont intelligents. Donc, ils résistent, c'est normal de résister. Il faut expliquer, il faut les accompagner.
Ma force à moi comme leader, c'est l'accompagnement, c'est d'expliquer, j'ai été une directrice générale de proximité. J'ai parlé à bien du monde, je me suis assise avec bien du monde, j'ai fait des comités, j'ai essayé d'inviter les gens à ces comités-là pour qu'on comprenne et qu'on grandisse ensemble. Fait que le changement s'est fait avec cette douceur-là, mais avec cette exigence-là aussi. Donc, oui, c'est normal de résister au changement, mais en éducation, là, c'est sans doute l'endroit où on a le plus de changements depuis plusieurs années. Donc, changement de structure, où on est passé de commission scolaire à centre de service scolaire, et presque en même temps, arrive une pandémie, là, dont on est là-dedans depuis 2 ans. On a parlé beaucoup des impacts de la pandémie sur la gestion des hôpitaux, des CHSLD, mais la gestion des écoles, c'était un yo-yo incroyable. Moi, je n'ai plus d'enfants d'âge scolaire. J'ai des amis, des collègues, des employés qui sont là-dedans. Et je lève mon chapeau à ces parents-là là, qui ont dû jouer avec ça, mais en même temps, les enseignants et les directions d'école, ça a dû être assez particulier. Là. Ça a été difficile pour les enseignants, les directions d'école, tout le personnel scolaire, les professionnels, le personnel de soutien, les concierges. Ça a été difficile, mais encore là, il fallait accompagner. Il fallait rencontrer. J'ai rencontré plusieurs fois par semaine les gestionnaires pour qu'on puisse s'attacher dans nos procédures, notre façon de faire. Les écoles sont devenues des petits hôpitaux des fois, là, donc il fallait garder le cap sur les apprentissages. Moi, je veux saluer là, aujourd'hui là, vraiment le courage des directions d'établissement. Ça prend du courage pour pouvoir passer à travers ça et tout en faisant apprendre les élèves. Parce que notre mission, nous, c'est la pédagogie, c'est l'apprentissage, c'est la réussite des élèves. Ça s'est fait en parallèle. Les enseignants ont été courageux. Nos professionnels se sont beaucoup occupés là, de toute l'intériorité des élèves, là, donc on reste calme, qu'on reste heureux. On a passé à travers toutes sortes de choses. Dans ce temps-là, c'est des leviers aussi pour se rapprocher, pour vraiment rapprocher la structure de vraiment là, le terrain. Et je trouve qu'on a bien réussi à le faire. Et il y a un levier là-dedans. Il y a un levier là-dedans parce qu'une pandémie comme ça nous a appris plein de choses. On est devenu plus fort en technologie. On a trouvé d'autres moyens de faire et tout ça. Donc, on ne sera plus jamais pareil. Ça va être passionnant là, dans les prochaines années. Il y a du bon là. à sortir de là, Bien, oui, malgré les contraintes. Il y a toujours un levier dans une épreuve comme celui-ci. Certains ont craint, peut-être surtout au début de la pandémie, de se dire, bon, mais là, on a fermé les écoles quand même sur de très longues périodes. Ils se sont dit, est-ce qu'on vient de sacrifier une génération? Bref, est-ce qu'il y aura des impacts à moyen long terme qu'on découvrira sur cette génération-là qui aurait été privée d'école pendant X nombre de temps? Évidemment, on n'a pas encore ce recul-là aujourd'hui, puis probablement que votre rôle, c'était justement de tamiser ça pour pas que ça arrive, mais quel est le regard que vous portez sur ce phénomène-là où des enfants, dans le fond, ont été privés d'école sur plusieurs semaines? Bien, il y a eu quand même beaucoup d'investissements au niveau du tutorat, au niveau de plein de mesures qui ont permis de donner là, des services directs à l'élève, à certains élèves qui avaient plus de difficultés. Effectivement, il y a eu des impacts. De dire qu'il n'y en a pas eu, ça serait pas dire la vérité, mais je pense que ce qui s'en vient va être positif pour nos élèves. Non, on n'aura pas sacrifié une génération, on va s'en occuper. Et les leviers qu'on a actuellement pour s'en occuper sont beaucoup plus importants qu'avant la pandémie. Donc, à mon avis, j'ai bien confiance que nos élèves puissent apprendre. Mais effectivement, il y a des retombées de ça. Il y a des retombées au niveau des apprentissages, puis il y a des retombées au niveau du bien-être. Donc, l'élève, là, qui devait être dans sa petite bulle et tout ça, son bien-être, il va falloir s'en occuper, parce que ça prend le bien-être pour apprendre. Donc, ça va être vraiment une cible là, à travailler là, au centre de service scolaire. Bon. Un travail comme le vôtre, c'est un travail qui est exigeant. En plus, quand on a une migration de commission scolaire à centre de service scolaire, qu'on doit gérer une pandémie qui s'étire dans le temps, souvent une expression qu'on dit, bon, ça a eu son homme, dans ce cas-ci, je dirais ça a eu sa femme, mais quand vous avez accepté la direction générale en 2019, aviez-vous l'intention de faire 3, 5, 10 ans, 8 ans peut-être? Autrement dit, ma question, c'est est-ce que la pandémie et la transformation de l'organisation vous a un peu comme usé là, personnellement? Là? Non, au contraire, ça ne m'a pas usé tant que ça. Si je fais cette transition-là vers d'autres projets, c'est vraiment parce que j'ai appris et là, j'ai envie de m'investir autrement. Donc, parce que ça a été très prenant, effectivement, mais j'ai été longtemps directrice générale adjointe et c'était très prenant aussi. Donc, à un moment donné, on dit, OK, là,
J'ai peut-être d'autres mandats qui m'intéresseraient, que j'ai envie de faire, que je n'ai pas pu faire. Maintenant, je serais rendue là. Et je n'abandonne pas l'éducation. Je ne m'en vais pas me bercer à la maison, aucunement. Je précise ma question. Est-ce que la pandémie a accéléré votre réflexion pour quitter vos fonctions? Non, parce que ma réflexion, elle n'avait pas été faite avant. Okay. Moi, je faisais une année à la fois. Puis je me disais, bien, OK, cette année-là, ça a bien été, on revoit l'année prochaine. Mais il ne faut pas oublier, j'ai quand même 5 enfants et 6 petits-enfants qu'il faut que je retrouve, que j'ai moins vus aussi, qui me préoccupent également. Et moi, je me suis toujours dit que je n'étais pas en éducation pour passer à côté de ma famille. Il y avait ça aussi qui était dans ma tête également. Puis à un moment donné, je trouvais qu'il y a un nouveau plan d'engagement vers la réussite l'année prochaine. Je me disais, OK, mais pour moi, c'est le temps. J'ai fait une longue réflexion et très douloureuse parce que je ne suis pas usée par ça. Okay. Au contraire, j'ai plein d'idées. J'ai plein de petits mandats que je souhaite là, explorer. Donc, je ne suis pas usée par ça, mais je ne veux plus travailler 80 heures par semaine. Par semaine. Oui. Bon. Je retiens une phrase parce que, bon, évidemment, j'ai lu le communiqué de presse officiel, j'ai lu également l'article et l'entrevue accordée au Canada français. Il y a un extrait dans l'article de Louise Bédard où vous dites « Je fais enfin ce choix pour ma santé qui a été fortement mise à l'épreuve, particulièrement ces 2 dernières années. À cet égard, il faut savoir un jour reconnaître ses limites. Oui. Et dans le fond, se choisir un peu et choisir de gérer son agenda. Oui. Donc, pour vous, ça résonne beaucoup, ça? Je choisis de gérer mon agenda en diminuant le nombre d'heures. 80-90 heures, 7 jours sur 7, depuis le 14 mars 2020. Ouais. Ça fait pas très longtemps que j'ai des dimanches, là. J'ai envie d'avoir du temps. Mais avant que d'être trop usé pour pouvoir en profiter. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est que certains auraient pu s'accrocher encore, mais vous, dans le fond, vous avez cette espèce de sagesse, je peux dire, de dire, avant d'en arriver là, je vais tout de suite faire ce choix-là. Oui. Il y en a beaucoup là, qui auraient continué encore plusieurs années. C'est quand même un poste enviable, c'est intéressant, tout ça. Oui. Mais vous, visiblement, vous avez comme une forme de sagesse là, en vous. Là. Bien, j'ai fait 30 ans. Je me dis, c'est quand même bien, 30 ans à donner comme ça, de cette façon-là. Et quand je dis donner, là, sachez que moi, j'ai toujours donné autant. Donc, juste 30 ans, là, à un moment donné, on dit, OK, on va aller faire un mandat différent. Et on va écrire. C'est un peu méconnu, parce que parfois, les gens vont galvauder un peu, comment je dirais, ce qu'ils pensent en général des fonctionnaires, là, au sens très, très large. Mais il faut savoir que des gestionnaires dans le monde de la santé ou de l'éducation, ça ne punche pas à 37 heures par semaine. Là. Non, c'est... Vous en mettre un exemple, je le sais très bien, là, mais... C'est ça, oui. Il faut savoir ça aussi, que dans le service public, il y a des gens qui se démènent, là. Oui, il faut avoir la passion. Moi, je n'ai jamais compté les heures. Ça ne m'a jamais fatiguée parce que j'ai cette passion-là. Maintenant, à un moment donné, là, il faut savoir se ménager également. On ne rajeunit pas personne. Là. Donc, j'ai l'intention, dans les prochaines années, de choisir mes mandats davantage. Donc là, vous allez terminer, quoi, 1er juillet? 1er juillet, oui. Bon. Comment ça fonctionne maintenant que la structure a changé pour la nomination de votre successeur? Donc, c'est comme avant. Donc, il va y avoir un comité qui va se pencher sur le profil. Bien entendu, moi, je vais les aider à regarder les enjeux de l'organisation. Par la suite, le comité, là, avec sans doute de l'aide, là, fera un profil. Il y aura après ça des entrevues. Par la suite, la personne sera nommée. Là. Ça devrait être nommé d'ici juin. Et la nomination est faite par le conseil d'administration? Oui. Donc, vous n'êtes pas nommé par le ministre, là? Non, nous, okay. on est encore le seul employé Je suis la seule employée du conseil d'administration. Je comprends. Comme avant du conseil des commissaires. Et les projets futurs, c'est quoi? Bien, c'est sûr que j'ai un gros projet d'écriture, donc que j'ai depuis quelques années, que je n'ai pas terminé. Donc, je vais écrire sur le leadership dans les organisations scolaires. Donc, j'ai ce projet-là et peut-être j'aurai des petits mandats là, en lien là, avec de l'accompagnement là, de différents groupes. Dominique Lachapelle, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne semi-retraite. Oui, merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci.
Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télé-bingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télé-bingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Voilà donc une excellente nouvelle. D'abord, le retour de l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu en présentiel. On l'avait déjà annoncé il y a plusieurs semaines, voire quelques mois. Mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'on commence le dévoilement de la programmation. Donc, c'est signe que ça s'en vient quand même assez rapidement. Donc, cette 39e édition va se tenir du 13 au 21 août. Et là, ce premier dévoilement nous a appris que le samedi 13, donc la soirée d'ouverture, les artistes en présence seront Jason Derulo et Alicia Moffett. Pour nous en parler, notre invitée Joanie Roussy, qui est la directrice marketing. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Enfin? Enfin, mais oui. Est-ce qu'on y croit? Ah, on y croit Ouais. à 100 Même à l'interne, là? Ah Ouais. oui, aucun doute. Bon, parce que c'est pas facile dans la mesure où, là, dans les 2 dernières années, on a fait autre chose, Oui. mais on n'a pas tenu un festival comme nous, on l'a connu là, dans les années qui ont précédé. Puis je me mets même à la place de certains employés là, qui sont arrivés à l'international depuis 2 ans, qui n'ont pas encore vécu ce que c'était un festival à l'aéroport. Est-ce que c'est un peu enivrant de travailler à la préparation de cet événement-là? Oui, puis ça nous a permis de prendre un recul, Oui. de réfléchir. À un moment donné, on tombe dans une roue, on se dit, bon, ben, ça fonctionne bien, on réfléchit plus. Maintenant, ça nous a laissé 2 ans pour réfléchir. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qu'on veut revenir? Qu'est-ce qu'on veut offrir à nos clients, nos festivaliers? Puis c'est pour ça qu'on retourne avec un produit renouvelé. Bon, il y a un changement intéressant puis important au niveau de l'aménagement du site. Oui. C'est très drôle parce que pendant longtemps, je me suis posé cette question, pourquoi la scène est projetée vers les quartiers Saint-Edmond-Saint-Lucien, ce qui occasionne des problématiques de bruit. Puis la sous-question à ça, je me disais en même temps, l'espace asphalté n'est pas très grand, ce qui fait que les gens débordent dans le gazon. Quand ils mouillent pendant 3 jours, puis tu t'en vas mettre des chaises de parterre, c'est pas très, très plaisant. Là, de ce que j'ai compris, on va changer l'angle complètement de la scène Oui. pour la tourner, dans le fond, vers la longue piste. Qu'est-ce qui motive ce choix-là? Il y avait un choix, de renouveau. Ouais. Il y avait aussi l'investissement. Tu sais, tout refaire les plans du site, repenser l'expérience client, le parcours client, la volonté dans un futur rapproché d'avoir de plus en plus des artistes majeurs. Alors, on voulait agrandir l'amphithéâtre. Alors, c'est toutes des raisons comme ça qui a poussé l'International à investir dans le rechangement de site. Il y a d'autres procédures qui vont en lien avec ça que je ne peux pas dévoiler. Là, il y a beaucoup de sous-dossiers, mais ça en amène beaucoup... ça va amener un beau changement. Donc, la scène principale donc, qui est repositionnée, comme on Ouais. l'explique, mais aussi, on dit, à proximité, une toute nouvelle zone estrade sera érigée et recevra les visiteurs qui souhaitent bonifier leur expérience. Donc, quand on parle de zone estrade, c'est qu'il y aura donc, les gens vont pouvoir s'asseoir, disons, de façon étagée, si on veut. Oui. En changeant la scène, on a changé aussi l'endroit où les loges corporatives vont se C'est ça, situer, ouais. qui va être beaucoup plus expérientiel de la façon qu'on le fait. Et ça nous a permis aussi d'aménager cette estrade-là qui va contenir 800 personnes. Les gens qui désirent venir sans emmener leur chaise ou de quoi, veulent juste se présenter, pas être debout. Ouais. Ils ont la possibilité, au coût de 10 $ plus taxes, de s'assurer une place assise, en hauteur, à proximité de la scène. Bon, parlons des artistes, parce que là, vous avez procédé à un premier dévoilement. Jason Derulo, Alicia Moffett pour le samedi 13, la soirée d'ouverture. Puis on l'a fait un peu comme ça dans les dernières années. C'est-à-dire, des fois, on faisait un peu là, du dévoilement à compte-gouttes. Hein. Puis là, après ça, on fait le gros coup plus tard, évidemment, au printemps, quelque part, je pense au mois de mai, où vous souhaitez dévoiler... On souhaite proche de la mi-mai. proche de la mi-mai, avoir la totalité de la programmation. Oui. Bon, le booking des artistes, là, c'est un art, ça, faire ça. C'est pas évident en temps normal.
encore plus quand là, il y a les contraintes COVID ou, dans certains cas, des artistes ont eux-mêmes un calendrier où ils ont repoussé des spectacles qu'ils ont annulés dans les dernières années. Ça complexifie l'horaire. Donc, qui est disponible, qui n'est pas disponible, qui on veut, qui on ne veut pas. Bref, expliquez-nous un peu le processus de booking d'artistes. C'est un art faire ça. Oui, la première étape, c'est de viser, de bien comprendre notre public cible. Exact. OK? On ne s'en va pas à la pêche, là, un peu tout croche, je dirais. Là. On a ciblé un public cible qu'on voudrait bien répondre. Et ensuite, on s'est dit, bon, qu'est-ce que ce public cible-là aime écouter? Assister à des concerts, dans des festivals. Alors, on a fait une sélection de styles musicaux. Après, on est allé voir que ces gens-là écoutent, qu'est-ce qu'ils apprécient. Puis on a créé une programmation comme ça. C'est beaucoup de négociations. Je peux me permettre du back and forth un peu, là, négociation d'artistes. Des fois, le temps que nous, on réfléchisse, on revient, la date n'est plus disponible. C'est ça l'affaire. Surtout avec les artistes internationaux, là. Mais on est vraiment plus d'avance que les années passées. 95 de la programmation est terminée, contrat signé. On peaufine le tout, puis on se lance. Je craignais, moi, que la période, disons, de octobre à février soit difficile de par le fait que c'est difficile de se prononcer pour une date alors qu'on ne sait pas trop comment les mesures COVID vont s'enligner. Oui, mais on est quand même... je pense que les artistes aussi avaient le goût de travailler, là. Oui, puis on est chanceux, hein? On est à la fin de l'été. On a vu dans le passé que l'été, ça fonctionne bien. La majorité des gens sont vaccinés. C'était pas une crainte. On l'a pas ressenti. Bon. Donc, Jason Derouleau et Alicia Moffat, expliquez-nous un peu, on parlait de public cible. Quel est ce public cible qu'on a identifié pour l'International de Montgolfière? C'est une très bonne question. OK? Depuis des années, l'International est positionné comme un festival familial. Famille. OK? C'est un très bon positionnement, mais c'était la façon que c'était exploité. En fait, la famille n'est pas que les enfants. Puis c'est ce qui était beaucoup exploité dans le passé, puis c'est correct, ça a bien fonctionné pour le festival. Mais maintenant, on veut créer une programmation qui va plaire autant aux enfants, à la famille, qu'entre amis. Fait en misant sur des expériences différentes, en emmenant des artistes de tout niveau, ça ne s'adresse pas aux enfants durant le jour. La majorité s'adresse aux adultes de 25 à 45 ans qui viennent durant le jour soit avec des enfants, mais ensuite, le soir, veulent majoritairement le vivre entre amis, avec des conjoints, des cousins, des amis. Fait que c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, 25-45 ans, c'est un public cible majeur. On a plein d'autres publics cibles. Le cœur de la cible, si on veut. Exactement. Puis pour que ces personnes-là veulent venir vivre une expérience chez nous, oui, il faut la programmation qui les correspond, mais aussi d'autres activités. Pas juste des activités qui se vivent bien en formule 5 à 7, en préparation avant les envolées ou avant de vivre le spectacle, des zones culinaires, des zones un petit peu plus lounge, comme qu'on appelle. On crée une expérience qui va convenir à plusieurs publics cibles. À plusieurs publics, parce que souvent, on l'a vu, je prends l'exemple, petite famille avec des poussettes, on est là dans le jour, on regarde l'envolée de Montgolfière. Des fois, rendus à 7-8 heures, ils ne sont plus là. Bien, c'est ça. Mais qu'est-ce qui reste pour eux? Mais pour d'autres, puis ce qui est très curieux, surtout dans le cas des artistes internationaux, il y en a qui même parfois arrivent pour l'envolée ou même après l'envolée parce qu'ils ne viennent que pour le spectacle. Oui. L'un n'empêche pas l'autre. Surtout que les gens sont détenteurs souvent de passeports, donc peuvent venir quand ils veulent durant les 9 jours. Donc, de ce que je comprends, c'est que la stratégie, elle est plus adaptative avec les publics cibles au sens large. On peut arriver plus tôt, avoir une offre qui correspond aux gens de 40 ans, 30 ans, puis vivre une belle expérience comme d'autres festivals et venir plus tôt, exemple à midi, le samedi, puis juste vivre une expérience complètement familiale avec les enfants. Bon, parlons justement des passeports. Je sais que je pense qu'avant les fêtes, il y a eu un petit blitz là, de vente en particulier. Quoiqu'à ce moment-là, c'était difficile parce qu'on ne connaissait pas encore vraiment les artistes non plus, mais les habitués savent un peu qu'il y a de gros avantages à acheter le fameux passeport. Donc là, il est toujours en vente sur montgolfière.com. Oui, le passeport 9 jours est toujours en vente. Le passeport intégré est complet.
Oui, il n'y a plus de passeport intégré à l'heure où se parle. Ça, le passeport intégré, c'est que dans le fond, ça incluait les manèges puis le stationnement. Exactement, pour les OK. 9 jours. Alors que là, ce n'est que le passeport 9 jours maintenant qui est en vente. Oui. Exact. Et là, quand on va sur montgolfière.com, procédure en ligne, après ça, on reçoit quelque chose, un bracelet ou je ne sais trop. Ça va être changé, justement. Nous, on fait affaire avec Ticketmaster. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui. Alors, toutes les transactions se font via leur site à eux. On peut passer via montgolfière.com, bien entendu. Ensuite, les gens vont recevoir leur billet par mobile. Tout se fait par mobile. Et pour transférer à un ami, il faut le faire via la plateforme Ticketmaster pour ne pas que les gens prennent une capture d'écran et que là, quelqu'un est rentré avant toi, là, tu n'as plus accès. Tout est bien contrôlé, au même titre que si les gens vont voir une game d'hockey, exemple, au Centre Bell. Donc, en terminant, je reviens là-dessus parce que quand même, Jason Derulo et Alicia Moffett, deux artistes très intéressants qui n'ont pas vraiment, pas le même public nécessairement, mais c'est quand même des pointures intéressantes à ce moment-ci. Justement, Alicia Moffett qui était à Tout le monde en parle ce dimanche. Oui. Jason Derulo qui n'a pas besoin de présentation nécessairement. Donc, c'est quand même un bon coup. Ah oui, on est très fiers. C'est des personnes aussi très actives sur les réseaux sociaux. Ce qui veut dire que ils ont une fan base qui sont tellement attachés à eux, ils ont de la proximité avec les gens sont prêts à se déplacer pour les voir. Qu'on trouvait que les deux ensemble, là, c'était un match parfait. Soirée d'ouverture le samedi 13 août avec une nuit magique en prime. Oui. Donc samedi le 13, ouverture, 39e édition de l'International de Montgolfière du 13 au 21 août prochain. Donc montgolfière.com pour tous les détails ou entre autres pour acheter votre passeport. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Aren't you tired of being alone, pushing away everyone you know, building us up with bricks in your wall, acting surprised when we go down one by one we fall, but there's no hard feelings, neither when I'm feeling it all. À la fin du mois d'avril, sur plusieurs jours, au Carrefour Richelieu, dans le secteur de l'ancien Sears, il y aura une collecte de sang organisée par Emma Québec. Il y en a dans le jour, puis le jeudi, vers le jeudi-vendredi, on peut aller même jusqu'en soirée. Vous savez que maintenant, on doit s'inscrire à l'avance avec Emma Québec. Vous devez le faire, évidemment, par courriel. Allez tout simplement sur leur site Internet. À demain. Bye-bye.